Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Au cours d'un point de presse animé ce matin, le comité exécutif du mouvement M62 dit prendre acte de l'interdiction de la marche suivie de meeting. Le M62 reste également plus que jamais motivé pour justement mener ces actions qui visent la bonne gouvernance mais aussi de la souveraineté du pays. Mohamed Alpha et Abdoulaye Selou pour le résumé. Ils ne seront pas fatigués d'interdire, nous ne serons pas fatigués de déposer les déclarations de manifestation. Ainsi, le ton a été élevé jusqu'à satisfaction d'une bonne gouvernance, surtout pour un Niger radieux. C'est le souhait le plus absolu du comité exécutif du mouvement M62 Moukinti Bortintare. Les actions de marche suivies de meetings du M62 sur toute l'étendue du territoire national ont été interdites par les autorités municipales. Nous allons continuer à nous battre et nous n'allons pas nous résigner, et cela ne fait que renforcer notre conviction de nous lever et de rester debout plus que jamais pour faire que notre démocratie à laquelle nous croyons soit une démocratie au service du peuple. Que le gouvernement, qu'il le veuille ou pas, soit un gouvernement du peuple, par le peuple, au service du peuple. Le coordinateur du mouvement M62, Abdoulaye Seydou, a saisi l'occasion pour apporter un démenti par rapport à sa démission du poste de coordinateur, une information qui circule sur les réseaux sociaux. Une lettre qui m'a été attribuée démissionnant du poste de coordinateur national. Donc cette lettre-là est un montage fait par des individus qui, depuis la naissance du mouvement, n'est-ce pas, en tout cas depuis un long moment, ont développé plusieurs stratégies de calomnie, de mensonges à l'endroit de notre personne, de notre organisation, pour nuire au M62. La journée ville morte. La mobilisation des citoyens le lundi prochain au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour le procès qui oppose le M62 à l'État du Niger. Les journées de boycott du pain, des services, des appels et Internet, des compagnies de téléphonie mobile, toutes ces actions sont maintenues et le peuple nigérien est invité à plus de courage et de détermination. Après une semaine d'intenses travaux sur les crises au Sahel central, les responsables du plan international étaient face à la presse. La stratégie et la nécessité de mobiliser plus de ressources sont entre autres questions qui étaient donc au centre de cette conférence de presse. Le résumé de la conférence de presse avec Youssouf Haïdara et Ibrahim Ide. Comment mobiliser plus de ressources pour répondre efficacement aux crises dans le Sahel central et contrer tout débordement de ces crises vers les pays du Golfe de Guinée? C'est la quintessence d'une semaine d'échange entre les acteurs de plan international et ses partenaires d'une part, les autorités et la jeunesse nigérienne d'autre part. À la fin de cette rencontre, les responsables de plan international ont échangé avec la presse. Ces derniers ont d'abord posé des questions sur la similitude des crises qui affectent le Sahel central et les engagements pris pour mobiliser plus de ressources afin de répondre aux défis. Et ce qui est commun par rapport à cette crise, c'est d'abord les questions de changement climatique que toute cette zone-là, auxquelles toute cette zone-là fait face et qui agit sur les questions de moyens d'existence des populations, les questions de pauvreté, les questions de travail, d'emploi pour les jeunes, etc. Et qui amène en fait, qui débouche sur des conflits. Parce que les gens veulent de la subsistance. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. L'autre élément, c'est aussi que lorsque nous voyons en fait ce qui se passe dans le monde avec ces conflits, il y a toutes ces questions de déplacement de population qu'on est déjà en train de voir au niveau du Bénin, du Togo aussi. Si vous voyez tout le Sahel, nous avons ça. Et les personnes les plus touchées, c'est des enfants,
c'est des filles, c'est des femmes. Nous avons vraiment partagé la préoccupation et l'expérience très riche de nos collègues et partenaires du Niger. Parce que nous sommes dans une zone, la zone du golfe de Guinée, qui aujourd'hui est assez inquiète et regarde avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation. Parce que le Sahel, la crise du Sahel, comme vous le savez, ne s'arrête plus aux pays du Sahel. Et qu'aujourd'hui, il y a une tendance à aller vers les pays côtiers. Malheureusement, nous avons enregistré au Togo, au Bénin et au Ghana ces derniers mois une recrudescence d'attaques, une recrudescence de l'extrémisme violent qui inquiète. Le rôle de la jeunesse comme acteur clé dans la stratégie visant à répondre efficacement aux crises est l'une des préoccupations des journalistes à cette conférence de presse. Et je pense que l'une des recommandations et l'une des choses que nous avons vraiment encore dit, c'est bien vraiment de parler avec nos communautés, de les écouter et d'avoir les histoires de leur vécu. Parce que là, ça nous permet d'être dans leurs chaussures. Un des engagements que nous avons pris, c'est de travailler de plus encore avec les jeunes. Plus avec les jeunes, surtout en les responsabilisant, en les mettant devant. Parce que ils sont l'avenir du pays, de la région, mais ils sont là aujourd'hui. C'est des acteurs très capables, mais qui sont très souvent laissés pour compte. Afin de résolver les crises multiformes et multidimensionnelles auxquelles fait face le Sahel central, déclare le directeur exécutif du bureau régional Plan international pour l'Afrique de l'Ouest dans les conclusions de cette conférence de presse. Cérémonie de remise d'un don ce matin des produits pharmaceutiques et autres matériels au niveau du CSI de Karagué. Cette action est faite par l'ONG communautaire Al-Oumma Mazada. D'autres détails dans ce compte rendu. Le CSI de Karagué, c'est dans le 5e arrondissement de Niamey, vient de bénéficier d'un don de produits pharmaceutiques. L'initiative émane de l'ONG Al-Oumma Mazada qui a décidé d'accompagner ce centre de santé pour le bien-être des patients et de la population de la localité de façon générale. Cette donation de produits pharmaceutiques que nous avions effectuée ce matin est née de la volonté, en tout cas des communautaires de Karagué, qui ont vu la nécessité de s'accompagner elles-mêmes pour se prendre en tout cas en charge en termes de soins en termes d'accès d'abord aux soins de qualité et aussi à des coûts de moindre. Donc c'est pourquoi ce matin nous avions effectué cette donation pour que nous puissions servir la communauté de Karagué et à travers cette action servir la communauté de l'arrondissement communal Niamey 5. L'ONG Al-Oumma Mazada n'est pas à sa première action, elle projette d'autres initiatives de l'avenir. Dans ce même CSI, nous avions eu dans le mois d'août passé à faire des actions de salubrité où nous avions rendu en tout cas l'espace qui devait accueillir des patients salubre. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour leur donner en tout cas des produits. Et nous comptons en tout cas renforcer aussi leur plateau technique dans l'avenir. Cette cérémonie de réception du don a été faite en présence des autorités de la commune Niamey 5, des responsables du centre CSI de Karagué et bien d'autres invités qui ont salué l'initiative et encouragé les donateurs pour cette action de bienfaisance. L'ONG Al-Oumma Mazada est une jeune ONG qui œuvre pour le développement du pays et le bien-être de la population. Restons toujours dans le domaine de la santé avec cette fois-ci l'Institut pratique de santé publique IPSP qui a organisé ce matin la 4e édition de la journée de l'intégration de l'étudiant, une journée qui est riche en couleurs et en animation qui a pour donc objectif d'accueillir les nouveaux étudiants de l'année scolaire 2022 à 2023 au niveau donc de l'IPSP. Boubacar Amadou et Rabi Labo pour le compte rendu.
autour du directeur général et fondateur de l'Institut pratique de santé publique IPSP, Abdoulaye Sandamega, les fondateurs membres de l'OPAGEN, le corps professoral, le personnel administratif et bien sûr les élèves pour cette cérémonie d'intégration à l'Institut. Il s'agit d'accueillir et d'intégrer les nouveaux élèves de l'année académique 2022-2023 dans la famille IPSP. La demande trop élevée en matière de formation de santé et d'avoir un important rayonnement international. L'IPSP contribue au développement du secteur sanitaire de l'Afrique en promouvant sous toutes ses formes une formation de qualité des acteurs de santé publique à travers la pédagogie de l'excellence et l'assurance qualité. Elle offre une formation au niveau moyen et au niveau supérieur et dans tous les domaines de la santé publique. Mesdames et messieurs, cette journée d'accueil permet aux nouveaux étudiants et élèves de l'IPSP d'intégrer l'école et de se sentir véritablement avec leurs frères académiques ici après leurs inscriptions. C'est le lieu pour nous de leur souhaiter la chaleureuse bienvenue dans notre chère école et bonne chance dans vos différentes spécialités. Cet événement, le 4e du JAR, initié sous l'impulsion du directeur général, se veut un cadre d'animation culturelle et de divertissement entre nouveaux et anciens élèves d'une part et d'autre part entre élèves et administration. Vous comprendrez qu'on devait faire cette activité vers le mois de décembre. Et malheureusement, avec les multiples occupations, nous n'avons pas pu tenir la période qu'il fallait. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et vous comprendrez que pour nous, la formation, c'est le travail. Mais nous essayons, comme on dit, de joindre l'utile à l'agréable. Comme le disent les Ivoiriens, après le travaillement, il faut faire l'enjaillement. Donc alors, c'est ce qu'on essaye de réaliser ici. Mais nous insistons sur le fait que nos élèves doivent être les meilleurs. Et pour être les meilleurs, il faut travailler. Et nous l'avons toujours dit, et surtout dans notre slogan, à l'IPSP, nous ne nous contentons pas d'être bons. Et pour être meilleur, il faut travailler. Travailler, c'est la seule solution. Et comme à l'accoutumée, à chaque fois que l'occasion se présente, Abdoulaye Sandamega n'a pas manqué de rappeler à ses étudiants les principes sur lesquels sont fondés l'IPSP. L'OPAGEN, à travers son vice-président, a tenu à féliciter et à encourager l'IPSP et son premier responsable pour cette initiative. Durant toute la journée, l'ambiance sera au rendez-vous avec des danses et défilés traditionnels de toutes les nationalités qui se trouvent au sein de l'établissement, des sketchs et des poèmes. Une façon de montrer à ces nouveaux étudiants qu'ils sont vraiment en famille. Autre aspect de cette édition, la crise au sein de l'USN est loin de voir son épilogue. Cet après-midi, une partie des sous-sections de la section lycée et collège de Niamey ont apporté leur soutien au secrétaire général de la section, Siratoulaye Abdoulaye, après donc plusieurs jours et semaines de crise. Il dénonce également le comportement du comité directeur de l'USN dans cette situation. D'autres détails dans ce compte rendu. Le virus de la division gagne de plus en plus du terrain dans les rangs des scolaires, notamment entre le comité directeur de l'USN et la section lycée et collège de Niamey. Après les dernières manifestations de soutien au secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey, Siratoulaye Abdoulaye, certaines sous-sections de la région de Niamey ont décidé aujourd'hui d'apporter leur soutien au dit secrétaire général, tout en dénonçant le caractère sélectif du comité directeur de l'USN dans cette affaire.
Depuis le début de cette affaire, officiellement, le CDISN ne s'est pas prononcé en vue de prendre ses responsabilités pour ramener l'ordre dans cette situation. Selon l'avis de certains responsables syndicaux, les prochains jours seront plus alimentés avec des actions et méthodes plus concrètes. Le MENA national du Niger version Chan a fait donc un match nul 0-8 partout ce vendredi au stade olympique de Oran face au Congo. Rencontre qui rentre donc dans le cadre de la deuxième journée du groupe E et de la 7e édition du Chan Algérie 2023. Résumé de la conférence des deux sélectionneurs juste après donc le match avec notre envoyé spécial Abdelaziz Mohamed. 2022 here in Oran. It's Congo taking on Niger. Le Congo-Brazzaville qui joue sa survie dans ce CHAN n'a pas pu trouver la faille en 90 minutes. Des occasions créées mais non concrétisées. En face, le MENA du Niger, très prudent défensivement pour sa première dans cette 7e édition du CHAN Algérie 2023. Un match nul de 0 but partout qui envoie déjà les Diables Rouges à la maison après leur défaite 1 but à 0 lors du premier match. On ne peut pas dire que cette équipe a présenté une mauvaise copie. Les occasions, on les a eues. Donc c'est à nous de corriger. C'est avec regret qu'on doit malheureusement rentrer à la maison. On va se remettre au travail. Voilà, il y a toujours des choses à corriger, notamment dans la finition, puisque les actions, on les a eues. Quand vous êtes dans une compétition de cette envergure, quand vous avez les occasions, il faut les mettre au fond. On en a eu 2 en première mi-temps, même si nous savions qu'on devait jouer au chat et à la souris sur ce match-là. À 0-0 à la mi-temps, il fallait se maintenir en vie. Ce match nul maintient pour l'instant le Niger dans la compétition. Haroun Abdullah tire une satisfaction de ce match malgré l'infertilité offensive qui continue devant les cages pour le MENA. La première mi-temps en changeant un peu d'organisation, en passant à une remontée de balle à 3 dans l'axe. Je pense que c'est une possibilité de nous. Ça nous permet d'avancer nos latéraux pour avoir des situations plus offensives dans la moitié de terrain adverse et créer de la densité aux abords de la surface de réparation. Bon, c'est des pistes sur lesquelles nous allons réfléchir. Et certainement, nous choisirons la meilleure option qui va avec l'équipe pour ce match. Oui, on va jouer une finale contre le Cameroun. On a nos cartes en main. Je pense qu'on va bien les jouer. On va les contraindre à la faute. On va en tout cas trouver les moyens pour les contraindre à la faute et éventuellement espérer poursuivre cette compétition. Dans ce match, on n'a pas été efficace offensivement. On va prendre acte. Et il faut éventuellement remobiliser la troupe, leur donner plus de confiance, plus d'élan pour aller véritablement titiller cette équipe camerounaise. Ça reste jouable. On va la jouer avec les joueurs qu'on a. On peut s'inspirer des matchs passés pour progresser. Le MENA du Niger joue sa qualification pour les quarts de finale de cette compétition le 24 janvier prochain contre les Lions indomptables du Cameroun, victorieux du Congo dans ce groupe à 3 pays. Pour rappel, seul le premier de la poule continuera l'aventure et le Niger, pour se qualifier, sera uniquement obligé de battre le Cameroun le mardi prochain. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique Actu sur le web. C'est avec Balima Boureima et Samira Alimega. Très bonne réception. Au revoir. Nous sommes mercredi et je suis avec Balima Boureima pour votre rubrique hebdomadaire de tous les mercredis de la télévision Bonferré Actu sur le web. Balima, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 18 janvier 2023. ActuNiger.com nous apprend que le maire de Ndingimi échappe à la motion de défiance. La motion de défiance déposée le 5 janvier dernier par 5 conseillers municipaux a été rejetée lundi 16 janvier 2023
après les débats et un vote de 15 conseillers qui composent le conseil municipal. À l'issue du vote, 10 conseillers ont voté contre la motion de défiance et 5 votes favorables. Du coup, le maire Oumar Malam Haladou reste et demeure dans son fauteuil. Le vote s'est déroulé en présence des autorités administratives et coutumières, notamment le préfet du département de Nguingimi, le chef de canton de Nguingimi et les responsables des forces de défense et de sécurité. Après le rejet de la motion de défiance, le maire Oumar Malam Haladou s'est exprimé en ces termes, disant que cet exercice démocratique, par excellence, a permis à la population d'être édifiée sur les différents griefs énoncés dans l'exposé des motifs de la motion suite aux débats contradictoires qui ont eu lieu aujourd'hui. Celui-ci de remercier infiniment les conseillers municipaux dans leur ensemble pour les sens de responsabilité qui ont caractérisé les débats. À Actu Niger, de rappeler que les raisons qui ont conduit les 5 conseillers à déposer la motion de défiance sont l'autorisation de construire sur la voie publique, la délivrance des actes de naissance à des étrangers et détournement de recettes de la mairie. Face à cette question de construction de dépôts de pharmaceutiques derrière une école et sur la voie publique, certains conseillers auraient demandé des clarifications au maire lors de la session tenue récemment. Ce dernier aurait répliqué en disant qu'il endosse la responsabilité. Niamey va accueillir le mois prochain un business forum entre le Niger et l'Union européenne, nous apprend ANP.NU. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu dans l'après-midi de ce mardi 17 janvier 2023 l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité. À sa sortie d'audience, le diplomate français a déclaré à la presse avoir fait le point sur les différents dossiers concernant la coopération entre les deux pays. Je suis venu aussi dans la perspective de la tenue du Business Forum entre l'Union européenne et le Niger, qui s'étendra du 7 au 8 février 2023 à Niamey, auquel participera la secrétaire d'État chargée au développement auprès du ministère des Affaires étrangères françaises, a-t-il annoncé. M. Sylvain Ité a indiqué également qu'ils ont fait le tour des questions, justement, des entreprises françaises et la possibilité pour celles-ci d'investir. Et à cette occasion, il y aura une mission importante du mouvement des entreprises françaises qui viendra avec une trentaine d'entreprises. Nous avons fait le tour d'horizon et le point sur la situation régionale et sur la coopération dans le domaine sécuritaire entre le Niger et la France, a ajouté le diplomate français, qui a souligné qu'ils ont évoqué un sujet qui préoccupe le président nigérien, portant sur les internats pour les jeunes filles et le renforcement des capacités pédagogiques des enseignants. Nous allons essayer de proposer d'une manière très concrète et très rapide des projets dans ce domaine des internats et aussi dans le domaine du renforcement des capacités et pédagogiques au profit des corps enseignants nigériens, a conclu l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité. Niger RFI.fr nous apprend que le Centramine sont devant le juge du travail. Le syndicat national des travailleurs des mines du Niger, Centramine, a saisi le 27 décembre dernier le tribunal du travail de Niamey au sujet d'un litige avec la Cominac, la compagnie minière d'Akuta, filiale du groupe français Orano. Le syndicat lui reproche de ne pas avoir respecté les termes du plan social négocié lors de la fermeture en mars 2021 de cette mine d'uranium située à Arlit, à 250 km d'Agadez. Au cœur du mécontentement du Centramine, il y a cet engagement pris par la Cominac de rétrocéder aux salariés intéressés des logements que la mine avait construits pour son personnel. Autre consensueux, la prise en charge des frais de santé des mineurs. Le Centramine reproche également des licenciements abusifs ou encore un défaut de financement des reconversions professionnelles. Des griefs que ne comprend pas Mohamed Sani Abdoulaye, directeur général de la Cominac. Il rappelle notamment que les logements du groupe ont été construits sur un terrain étatique et qu'une convention de transfert a été signée entre la Cominac et l'État en 2020. Ce dossier est aujourd'hui entièrement géré par l'État. On n'interfère plus, on a un rôle de facilitateur à chaque fois qu'on est sollicité. Pour les mesures d'accompagnement, il y a une assurance santé sur 5 ans et en complément,
nous avons l'Observatoire de la santé de la région d'Agadez qui assure les consultations médicales post-professionnelles gratuites à tous les anciens mineurs du fait de leur activité. Les deux parties ont été assignées à comparaître devant le juge au tribunal de travail de Niamey le 19 janvier 2023. Le Mali et l'OIM vont rapatrier entre 750 migrants en situation irrégulière au Niger, selon Bamada.ne. Au moins 5 vols sont programmés par les autorités maliennes et l'Organisation internationale des migrations OIM pour le rapatriement des migrants maliens vivant au Niger. Ça commence à partir du 24 janvier. C'est ce qui ressort d'une convention de partenariat entre le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et l'OIM. Dans son communiqué, le ministère explique que cet accord de partenariat est un projet d'assistance et de protection de plus de 600 migrants maliens au Niger. Ces Maliens en situation de détresse sont déjà pris en charge par l'OIM dans le centre d'accueil des migrants à Samaka, dans la région d'Agadez au Niger. Selon le document, le gouvernement dit apporter son appui financier à la couverture des besoins en nourriture et en médicaments de ces migrants avant de s'engager à les rapatrier au Mali. À en croire le ministère des Maliens établi à l'extérieur, 5 vols charters affrétés par l'OIM sont déjà programmés à partir du 24 janvier en provenance du Niger. Ces vols permettront à 750 de nos compatriotes de rentrer au pays, souligne le département. Rappelons que 24 Maliens sont dans les prisons de Bata, en Guinée équatoriale, sur plus de 100 qui étaient détenus dans cette ville, selon des Maliens vivant dans ce pays. Ils ont été arrêtés lors des opérations de contrôle des papiers des étrangers vivant dans ce pays de l'Afrique centrale. Pour le président de l'association malienne des expulsés AME, cet accord pourrait être la solution pour le retour de ces Maliens au bercail. Mais Ousmane Diarra souligne que des dispositions devront être prises pour les accueillir et faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. Enfin, Balima, la Libre.be nous apprend que les recettes de la Russie dans la production du pétrole ont augmenté malgré les sanctions européennes. Les rentrées que la Russie a pu générer de la vente du gaz et du pétrole ont augmenté de 28% l'an dernier par rapport à 2021, malgré les sanctions européennes, a indiqué lundi le vice-premier ministre russe Alexandre Novak à l'agence Interfax. Dans la foulée de l'invasion russe en Ukraine, les livraisons de gaz russe à l'Europe par les pipelines Nord Stream 1 ont été interrompues et le gazoduc Nord Stream 2 n'a jamais été mis en service. Les exportations de gaz conventionnel ont donc baissé, selon M. Novak. Par contre, les expéditions du gaz naturel liquéfié ont augmenté de 8% et celles du pétrole 7%. Le prix plafond imposé par l'Europe début décembre sur le pétrole russe pourrait toutefois encore avoir des conséquences sur cette année en Russie. C'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction ce demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.